Donc, on a un titrage du dioxyde de soufre. Alors, comment on fait pour titrer le dioxyde de soufre? Bien, on le fait réagir avec le diiode. Donc, ça veut dire que on va avoir concrètement à l'intérieur du bécher un prélèvement d'un vin, d'un petit volume de vin, V1, ici, à l'intérieur duquel, eh bien, on aura tout ce qu'il y a dans le vin, mais là, ce qui est concerné par le titrage, c'est le dioxyde de soufre. Et puis, au-dessus, on verse dans la burette, on ajoute une solution titrante, donc de diode, donc une solution qui contient I2. Voilà le titrant. Solution de diode, évidemment, on connaît la concentration. Alors, comment on exploite le changement de couleur? Pourquoi y a-t-il un changement de couleur? Alors, il y a en plus de l'emploi d'amidon. On met de l'emploi d'amidon. Et avec l'emploi d'amidon, le diode donne une teinte violet foncé. Donc, dans le prélèvement ici, on met aussi de l'emploi d'amidon. C'est un indicateur de couleur. C'est un révélateur coloré de la présence de I2, de diode. Donc, on verse I2. Est-ce que l'emploi d'amidon va changer de couleur du fait de la présence de I2? Eh bien, au début, non, parce que en versant I2, il va être au début entièrement consommé par le dioxyde de soufre, par SO2. Tant qu'il y a SO2, les molécules de I2 qu'on va verser vont être entièrement consommées. À l'équivalence, on va avoir changement de réactif limitant. À l'équivalence, la totalité de SO2 va être consommée, aura été consommée, et ce qu'on va verser ensuite de I2 ne sera plus consommé. Et donc, ce qu'on va verser ensuite de I2 sera bien en présence d'emploi d'amidon, et là, l'emploi d'amidon, enfin, je ne sais pas pourquoi je le mets là, l'emploi d'amidon va prendre sa teinte violette puisqu'il sera en présence de diode. Voilà pour le 1,1. Alors maintenant, quelle est la concentration molaire C1 en dioxyde de soufre de ce vin? Maintenant, on fait l'exploitation ordinaire du titrage. Et donc, ça, c'était le 1 et 1, 2. Alors, qui a une question? Non, c'était pour ça, j'avais pas bien compris la question 1-1. Toujours pas? Non. Eh bien, J'ai pas bien... avant l'équivalence, I2 est entièrement consommé. Après l'équivalence, I2 va persister. Tout ce qu'on va ajouter de I2 va persister, puisque SO2, lui, aura disparu. Donc, après l'équivalence, I2 va persister, et à ce moment-là, comme on a de l'emploi d'amidon, en présence de I2, eh bien, il est violet. Et donc, on va voir apparaître la teinte violette après l'équivalence.
Au moment de l'équivalence, on voit apparaître la teinte violette. Alors 1 de concentration, donc là on écrit à l'équivalence, les réactifs ont été introduits en quantité stoichiométrique, donc N égale N. Alors N de quoi? N de quoi? Eh bien ici on a I2 et SO2 et pas de coefficient stoichiométrique différent de 1. Donc on peut continuer avec ce n avec coefficient 1. Donc c'est n de I2 égale n de SO2. À l'équivalence, le n I2 versé est égal à n SO2 présent initialement dans l'échantillon de vin. Donc concentration fois volume égale concentration fois volume. Concentration de I2, volume de... Alors c'est le volume du coup de la solution titrante, du réactif titrant, volume versé à l'équivalence. Ça c'était dans l'échantillon de vin. Donc le volume versé initialement l'échantillon de vin, et puis la concentration de SO2 que vous trouvez, donc vous devez déterminer dans le vin. Donc c'est C de SO2 qu'on doit exprimer. Ça fait donc CI2 fois VE sur V, l'échantillon du vin, égale la concentration du diode, elle est de 1, 10 moins 2, 1,00, 10 moins 2, 1,00, 10 moins 2 mol par litre. Volume versé à l'équivalence. Volume versé à l'équivalence. On vous la donne ici. 6,28. Cette valeur, 6,28 millilitres. Alors 10 moins 2. Ah non, pardon, pas 10 moins 2. Millilitres. Donc 10 moins 3. Divisé par le volume de l'échantillon de vin. On a versé, ben c'est V1. Hein. Donc 20,00. 20,00. 10 moins 3 égale. Et donc, vous allez avoir 6. Non. 3,14 10 moins 3. 3,14 10 moins 3 mol par litre. Alors, est-ce que ça correspond à cette concentration massique là? Comment faire? Eh bien, il faut multiplier par la masse. Donc là, c'est expérimental. On vous fait écrire expérimental. Donc, il faut multiplier par la masse molaire. Donc, fois la masse molaire de SO2. Pour passer de la concentration en mol à une concentration en masse, eh bien, on multiplie par la masse molaire. Donc, 3,14, 10 puissance moins 3, je reprends ça, multiplié par la masse molaire de SO2. Alors, le soufre, c'est 32,1.
l'oxygène 16, il y en a 2, donc ça fait 32, 32,1 plus 32, plus 32, donc 64,1 grammes par mol. Et donc, on obtient 0,201 grammes par litre. Voilà pour SO2. Maintenant, déterminer l'incertitude relative delta C sur C, dont on admet que dans les conditions d'expérience, elle satisfait à tout ça. Alors, pour faire ça, eh bien, on va extraire la racine, puisqu'on a l'incertitude relative là qui est sous le carré. Donc on extrait la racine. Donc là c'est le 1, 3. 1, 3. On extrait la racine. Donc le delta C M sur CM expérimental. Hein, donc c'est expérimental. Je simplifie un peu parce que c'est un peu long, c'est un peu fastidieux à écrire. Donc delta C égale racine de. Donc racine de tout ça. Racine de tout ça. Eh bien, vous vous rappelez, c'est chaque fois la somme des carrés des incertitudes relatives. Alors, sur le volume versé à l'équivalence, le delta VE versé à l'équivalent, donc 0,05 divisé par le volume versé à l'équivalent, 6,28. Et ici, le delta C2, c'était l'incertitude sur la solution titrante, la concentration en diode de la solution titrante, c'était le 0,01. 0,01 Et pourquoi on ne prend pas le fois 10 puissance moins 2? Mais c'est une bonne question, parce que j'ai pas envie. Donc, divisé par 1,00. Alors, si tu veux absolument prendre le 10 puissance moins 2, eh bien, regarde ce que ça va faire. Si on prend le 10 puissance moins 2, eh bien ici, on fait 0,01 fois 10 puissance moins 2. Et là aussi, on fait fois 10 puissance moins 2. Et en fait, ils disparaissent, ils se simplifient. Puisque il était, en fait, le fois à 10 puissance moins 2, tu vois, il était en dehors de la parenthèse là. D'accord. Et donc, tout ceci nous donne alors tout ceci nous donne 1,28%. 1,28 10 moins 2, très bien. Donc tout ça, ça nous donne 0,0128. Effectivement, ça fait 1,28%. En déduire un encadrement de la concentration massique. Alors du coup, là, comme c'est l'incertitude relative, eh bien ça veut dire que l'incertitude là absolue, l'incertitude, le delta, c'est la valeur
de la concentration multiplié par ça. Et donc on a delta Cm égale Cm multiplié par 0,0128. Hein, donc delta Cm sur Cm égale ça. Donc delta Cm égale Cm fois 0,0128. Et donc Cm, on a 0,201 fois 0,0128 égale donc 2,610-3 égale 10-3. Alors en fait, ce serait peut-être plus intéressant de le mettre... Oh non, autant le laisser comme ça. Ouais. Non, on va le mettre avec tous les chiffres. Donc 0,0026. Et donc ce sont des grammes par litre. Mais ici, attention, on a un résultat qui porte sur dixième, centième, millième, 10 millième. On a un résultat qui porte sur le quatrième chiffre là. Et initialement, on avait la concentration massique expérimentale qui a 3 chiffres jusqu'au millième seulement, jusqu'au milligramme. Donc ce 6 là, il n'est pas légitime, il correspond à rien. Donc on doit écrire ça avec une précision qui n'est pas supérieure au plus petit nombre qu'on connaît ici. Donc il faut arrondir à 0,003 grammes par litre. Puisque là, c'est le millième de gramme. Et c'est donc ici le plus petit chiffre qu'on ait pu déterminer avec le dosage. Donc un encadrement, eh bien, Cm, c'est donc plus petit que 0,201, c'est compris entre 0,201 moins 0,003 et 0,201 plus 0,003 grammes par litre. Et donc, bon, peut-être que là, on va pouvoir se passer de la calculatrice. Donc ici, 0,198 grammes par litre Cm, et ici 0,204 grammes par litre. Voilà un encadrement. Voilà l'encadrement qui vous est demandé. Expérimental, hein, j'ai pas mis expérimental parce que ça faisait très long, ça faisait long à écrire. Donc expérimental. Est-ce que c'est conforme? Bon, conforme, eh bien là, il faut aller voir les documents qui vous sont donnés à la fin. Donc, réglementation européenne. La concentration massique en dioxyde de soufre ne doit pas dépasser 210 mg. Eh bien, 210 mg, ça va. C'est supérieur à la borne supérieure de cet intervalle. Donc, c'est bien conforme. 204, c'est plus petit que la limite autorisée. Donc, il est bien conforme. Donc, il est bien conforme.
Monsieur, Oui. j'avais juste une question par rapport à ce sujet. Il est corrigé sur la lycée ou pas? Ce sont des sujets du bac. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Bien sûr qu'il y est sur la lycée. D'accord. Ok. Zut, 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 zut. Je vais faire quelque chose. Un instant. Ah, zut, zut, zut. Je vais essayer quelque chose. Je vais essayer quelque chose. Bonjour Mi, est-ce que tu vois l'écran? Oui. Mauvaise connexion, vidéo en pause. Ah, je sais pas si ça va durer. Bon, je vais essayer de te montrer l'écran au fur et à mesure. Alors par contre, il faut que je change d'angle. Voilà. Bon, de toute façon, j'essaie de l'enregistrer et je vais le mettre en ligne. Je vais mettre tout ça en ligne. Bon, on va faire la partie acide tartrique, acidité totale. Acidité totale. On passe maintenant à l'acidité totale. Donc, pour déterminer l'acidité totale, on introduit bon, voilà, pareil que tout à l'heure, un échantillon de 20 ml et on fait un dégazage. On doit alors ajouter un volume de 15,5 ml, une solution hydroxyde de sodium de concentration molaire 0,100 mol par litre pour obtenir un mélange de pH égale 7. Bon, c'est une autre façon de vous donner le volume versé à l'équivalence. Alors, ça, c'est détaillé dans le document 3. La détermination se fait en amenant le pH du vin à 7 par addition de Na+, OH-. Quel est l'intérêt du dégazage du vin? Quel est l'intérêt du dégazage du vin? Eh bien, on vous dit que il y a aussi une contribution possible parmi les acides des gaz dissous dans l'eau, le dioxyde de soufre qu'on a vu tout à l'heure et le dioxyde de carbone. Donc c'est pour évacuer tous ces autres contributeurs possibles à l'acidité, pour évacuer les gaz, pour que l'acidité ne concerne que l'acide tartrique. Voilà, ça c'était le 2, 3, 1. Maintenant, calculer la quantité de matière d'ion HO- correspondante. Bon, là on vous guide d'une façon un peu différente, en voyant d'abord le côté réactif titrant. Donc, calculer la quantité de matière NOH- d'ion OH- correspondant, puis la masse d'acide tartrique pouvant réagir. Bon, alors, quantité de matière, eh bien, quantité de matière, donc 2, 3, 2, NHO-, c'est donc la concentration fois le volume, la concentration qui est donnée dans l'énoncé fois le volume qui est donné dans l'énoncé.
Donc 0,100 mol par litre fois 15,5 millilitres, mais pour que ce soit compatible avec la concentration en mol par litre, eh bien, il faut que on exprime ce volume en litres. Donc, cette quantité de matière, ce sera donc 1,55 fois 10 moins 4 fois 10 moins 5 mol. 1,55 fois 10 moins 5 mol. Et ça, c'est l'espèce titrée ou titrante? Du coup, Ah ben là, OH- c'est le titrant. D'accord. C'est ce qui est contenu dans la burette. Dans la burette, burette. c'est ce qui est versé à l'aide de la burette. Le titré, c'est le vin. Le titré, c'est toujours le vin. Alors maintenant, calculer, en déduire la masse d'acide tartrique pouvant réagir. Alors là, attention, là, il y a un problème. Est-ce que vous voyez d'où vient le problème? Il n'y a aucune chance que vous ayez ça au bac, et de toute façon, il n'y a plus de bac. Donc, même si vous aviez eu une épreuve écrite, il n'y avait aucune chance pour que cette situation-là se produise. Mais là, du coup, pour exercer, pour vous exercer, est-ce que vous voyez quel est le problème là? Le piège. Est-ce que je peux écrire ça? Est-ce que je peux écrire ça? Est-ce que j'ai le droit d'écrire ça? Ils réagissent pas ensemble? Non, c'est pas ça le problème. Donc ça, c'est l'acide tartrique. Donc lui, c'est l'acide tartrique. Il faut que vous regardiez attentivement l'équation de la réaction. Il faut regarder attentivement l'équation de la réaction. Regardez l'équation de la réaction. Ici, l'équation de la réaction. Ils sont pas introduits en coefficient stoichiométrique? Oui, il y a des coefs qui sont pas 1. Donc c'est Na divisé par son coef, NH au moins divisé par son coefficient stoichiométrique. Donc le coefficient de lui c'est 1, mais le coefficient de H au moins c'est 2. Il y a acide tartrique 1 et 2H au moins. Il y a 2H au moins ici. Il y a 2 ions H au moins. Et donc, ça change la proportion entre le réactif titré et le réactif titrant. Et le réactif titré, c'est bien H2A? Oui, oui, absolument. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Donc ouais, si vous voulez, je mets ici H2, tac, tac, voilà, l'acide tartrique. Acide tartrique. Et donc, on écrit N d'acide tartrique égale NH au moins divisé par 2, donc égale 1,55. 10 moins 5 divisé par 2 égale donc 7,8. Est-ce que je laisse à 3 chiffres? Oui, je vais laisser à 3 chiffres. 7,75. Allez, 7,75 10 puissance moins 6 mol. Voilà, attention. Ben, pourquoi il y a ça? J'ai cliqué quelque part. Qu'est-ce que c'est ça?
Donc, voilà la quantité de matière d'acide tartrique. Ça, c'est la quantité de matière d'acide tartrique. Alors ensuite, pour calculer la masse d'acide tartrique, H2A, eh bien, on fait quantité de matière fois la masse molaire. Donc, quantité de matière H2A fois la masse molaire de l'acide tartrique égale. Alors là, il va falloir aller la chercher au début de l'énoncé. Est-ce que on l'a? Oui. Il nous la donne, masse molaire de l'acide tartrique, 150 grammes. Bien, 150 grammes. Donc, 7,75 10 moins 6 fois 150 égale 1,16 10 moins 3 égale 1,16 10 puissance moins 3 grammes. Donc 1,16 milligrammes. Voilà pour l'acidité totale d'un vin. Voilà, vous avez fait le lait, le coca et le vin. Vous êtes prêts